Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo dans ce format-là sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de commencer ce genre de contenu. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous avez été beaucoup sur Instagram à me demander ce genre de format pour expliquer un petit peu plus en profondeur certains posts, certaines stories que je mets en avant. Donc du coup, c'est parti. Pour la première vidéo, j'ai décidé de faire un sondage sur Instagram pour savoir quel thème j'allais aborder. Donc vous avez voté majoritairement sur l'impact du tourisme de manière générale. Du coup, on va aborder ce sujet en deux parties. Donc d'un côté, les points positifs et de l'autre, les points négatifs. J'ai décidé de traiter ce sujet de cette manière pour montrer qu'il est possible de voyager sans impacter forcément l'environnement, qu'il y a une bonne manière de faire du tourisme et de voyager. Toujours encore une fois avec de la bonne volonté, avec les connaissances nécessaires et un petit peu de recherche, on peut avoir un impact positif sur l'environnement. On va bien sûr commencer par parler de l'impact des transports, mais par contre ce qui ressort le plus souvent quand on parle des transports dans le tourisme, ce qui ressort souvent en tête c'est l'avion, donc on va évidemment accentuer sur ce point-là. Je vais aussi aborder avec vous l'influence des réseaux sociaux sur le tourisme, c'est un point très spécifique et vous allez voir pourquoi j'ai choisi d'aborder ce thème-là. Et comme je le disais, on va finir par la partie positive, donc c'est parti. Tout d'abord, on pourrait rappeler que le tourisme est aujourd'hui une forme d'industrie et comme toutes les industries, évidemment, ça a un impact sur l'environnement et ça pollue. Donc l'eau, l'air, la terre, le vivant de manière générale. Commençons donc par l'air. Avec l'avion. Comme je le disais, ce qui ressort très souvent quand on parle de l'impact du tourisme, c'est l'impact que l'on a quand on prend l'avion pour se rendre dans une destination. Ce phénomène d'impact est devenu tellement important qu'en 2018, c'est devenu même un mot tiré du suédois flagscam, désolé pour mon accent, qui signifie simplement la honte de prendre l'avion. Il est sorti juste après les grèves scolaires pour se battre pour le climat instauré par Greta Thunberg. Elle exprime en 2016 ne jamais vouloir prendre l'avion et en 2019, elle rejoint le Forum économique mondial en Suisse par voie terrestre. Elle y dénoncera les quelques 1500 avions, jets privés, etc. des personnalités politiques venues parler du climat, et particulièrement des réchauffements climatiques. C'est très compliqué de donner un avis tranché sur ce point selon moi, car ça peut être une réflexion très personnelle, je vais expliquer tout de suite pourquoi. En parler sur les réseaux sociaux et prendre parti sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très compliqué de nos jours pour plusieurs raisons. D'une part, en raison de la bien-pensance qui circule en ce moment, et d'autre part, car je pense que ce sujet n'est ni blanc ni noir. Contrairement à des sujets comme la chasse dans des pays très riches comme le nôtre, où il n'y a aucun point positif, mais on va pas en parler, là on digresse. L'avion a un impact écologique énorme sur l'environnement, ça c'est un fait indéniable, c'est vrai. On ne peut absolument pas nier ce point, et pour vous la faire courte, je vais vous donner des exemples concrets qui appuient ce que je suis en train de dire. On arrive par exemple à 1 tonne de CO2 émis pour un aller-retour entre Paris et New York. Selon le calculateur de CO2 d'Air France disponible sur internet, un trajet comme Paris-Lyon, c'est-à-dire 492 km, on atteint 102 grammes d'émissions carbone par personne et par kilomètre, soit une émission totale de 71 kg par personne pour le trajet. Du coup, multiplié par le nombre de personnes qu'il y a dans l'avion, ça commence à faire beaucoup. Du coup, vu ce que ça rejette, il est évident, ça saute aux yeux que de prendre l'avion plusieurs fois par mois ou de passer 5 jours à Montréal ou 4 jours à Tokyo, ça s'est vu, ce n'est plus pensable, ce n'est plus excusable. Je vais d'ailleurs aller dans le détail concernant l'impact carbone de l'avion dans une prochaine vidéo qui va sortir d'ici 15 jours parce que c'est un sujet très massif avec des données chiffrées très importantes. Donc si vous voulez pas la louper, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme je le disais, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus parce qu'il y a énormément de données chiffrées et si j'en parlais là dans cette vidéo, clairement elle durerait 1 heure et c'est pas possible.
C'est vraiment nécessaire qu'on parle de ça avec des données précises et chiffrées pour qu'on puisse bien comprendre l'impact et ce qui se passe et surtout pouvoir faire nos choix en conscience. Mais encore une fois, je suis pas là pour vous dire d'arrêter de le prendre ou de continuer à le prendre. Moi, je suis là pour vous donner des informations et des clés pour que vous puissiez prendre vos propres décisions par vous-même et surtout savoir pourquoi vous le faites. Bref, outre les trajets en avion, il y a aussi un autre point qu'on se doit d'aborder sur le terrain, et je vais bien sûr parler du tourisme de masse. Ce tourisme qui affecte de manière générale l'environnement, donc je veux bien sûr parler de l'eau, de la terre, des végétaux, des reliefs, des animaux, mais n'oublions pas non plus l'impact social, l'impact sur les populations et nous, êtres humains. Où que l'on soit, les ressources naturelles sont précieuses et pourtant se font de plus en plus rares. On surutilise celles déjà présentes sur le terrain, donc consommation en masse d'eau, voire d'eau douce, d'eau potable pour les complexes hôteliers, les piscines, les golfs, etc. Déforestation, destruction de paysages pour tout ce qui est construction de nouveaux bâtiments. En général, ces bâtisses sont évidemment positionnées à des points stratégiques touristiquement, donc proche des points d'intérêt. Il est logique de vouloir voir de ses propres yeux quand on se rend dans un endroit, dans un pays, les endroits les plus beaux, les plus riches en biodiversité. Mais seulement, ces endroits les plus riches en biodiversité sont souvent aussi les plus vulnérables. Prenons en exemple les constructions en masse sur les littoraux qui engendrent par là même une surfréquentation de ces lieux et qui a un impact évidemment sur les écosystèmes marins, donc que ce soit les récifs coralliens, les algues, les poissons. On va revenir un petit peu après sur cet exemple, mais en parlant de tourisme de masse, je me souviens avoir lu un article très intéressant qui date d'il y a environ 1 an et demi, 2 ans, sur ce phénomène, qui résumait bien la chose. Donc le tourisme de masse, c'était l'impact des réseaux sociaux sur notre manière d'appréhender le monde, l'environnement, et notre rapport à l'autre. Et donc évidemment l'impact qu'on peut avoir sur celui-là est pas toujours de manière consciente. Il a été écrit par Nicolas Legras il y a environ 2 ans, il est publié dans le magazine des Other sur internet, je vous ai mis le lien dans la description, et ça traite de jusqu'où on est prêt à aller, quel est l'impact des réseaux sociaux sur notre façon de voyager, jusqu'où on est prêt à aller pour voir un endroit, pour photographier un endroit. Que ce soit en France métropolitaine, dans les îles ou ailleurs dans le monde, il y a des spots comme ça qui sont devenus du coup victimes de leur succès, et cet article en parle. Propulsés sur le devant de la scène grâce aux réseaux sociaux, ces sites, donc ces spots, autrefois cachés et de fait préservés, voient leur influence considérablement augmenter. Ces spots, du coup, ne peuvent pas toujours supporter une telle affluence en masse et voient leur environnement, leur biodiversité se dégrader à vitesse grand V. Comment gérer un site où 1000, 10 000 personnes passent par jour, où autrefois, ce site étant caché, n'en accueillait qu'une poignée par jour. On voit aussi très souvent des photographies prises à des endroits où il est interdit d'aller, et je vous conseille de jeter un œil sur Instagram, d'aller voir des sites qui vous plaisent et de chercher la localisation et de vous demander est-ce que cet endroit est accessible à pied, est-ce que cet endroit est accessible tout court. Je parlais tout à l'heure de la bétonisation du littoral et de la surfréquentation. Je vais revenir à ce point-là et je vais vous donner un exemple qu'on connaît bien, c'était en Guadeloupe. D'ailleurs, on a réalisé une petite vidéo qui est dispo sur la chaîne YouTube, je vous mets le lien en description. On a participé à un projet de réhabilitation de récifs coralliens en Guadeloupe, et ça, c'était vraiment une sublime expérience, donc je vous conseille fortement d'aller la voir et de contacter l'association avec qui on a fait ça. C'est vraiment un super projet. Revenons maintenant à nos moutons, donc la bétonisation du littoral et la surfréquentation. Je vais bien sûr prendre en exemple les sites aquatiques de Guadeloupe qui autrefois étaient sublimes et qui maintenant sont complètement ravagés. Donc pour ceux qui connaissent ou pas, d'ailleurs ça va être l'occasion de découvrir, je vais donner en exemple le site de Petite Terre. Concrètement, Petite Terre, ça ressemble à la carte postale paradisiaque qu'on a en tête, donc c'est un petit îlot avec des cocotiers, du sable blanc, de l'eau turquoise transparente, la carte postale par excellence. Ce petit îlot abritait autrefois
abritait d'immenses colonies de récifs coralliens avec évidemment toute la faune et la flore qui va avec. Aujourd'hui, c'est très simple, Petite Terre est ravagée, les fonds marins, il en reste plus rien, il n'y a plus aucun corail de vivant. Ce petit paradis est complètement dégradé. Le problème, c'est que tout le monde s'y jette à tort et à travers. Ils ont tenté de mettre des mesures de minimisation d'affluence de personnes. Je crois, si je me trompe pas, que c'est environ 200 ou 300 personnes par jour. Alors ça paraît pas énorme, mais quand ces 200 ou 300 personnes par jour font n'importe quoi, se jettent dans ce genre d'endroit sans consigne, sans précaution et sans savoir ce qu'il y a sous leurs pieds, eh bien ça donne ce genre d'image. Beaucoup de gens, quasiment tout le monde, on y était, on l'a vu, marchent impunément partout sans comprendre l'impact que ça a. Quand je dis qu'ils marchent partout, je veux bien évidemment dire qu'ils marchent partout sur les coraux. Donc aujourd'hui ce sont des coraux morts, à force d'être piétinés, il n'y a plus rien. Les gens se tiennent debout, donnent des coups de palme, parfois sans penser à mal, mais le résultat il est là. Et malheureusement, si vous regardez quelques vidéos sur YouTube, vous verrez qu'il y a très peu de personnes qui en parlent dans leurs vidéos, que ce soit des influenceurs ou pas. Il y a peu de gens qui disent ouvertement « ce site est ravagé, il faut faire quelque chose ». Personne ne le dit. Les gens continuent de promouvoir cet endroit comme si c'était un paradis, comme si rien ne s'était passé. Les gens continuent d'affluer là-bas parce qu'ils savent pas ce qu'il y a, parce que personne leur a dit comment c'était. Les gens y vont parce que c'est jugé instagrammable. Je tiens quand même à repréciser que c'est pas par méchanceté que n'importe qui que nous, en tant que touristes, on peut agir comme ça sur l'environnement, c'est-à-dire le détériorer. Je pense vraiment que c'est par manque de connaissances. C'est sans le savoir qu'on détériore et qu'on agit mal dans un environnement qui est magnifique, mais très fragile. Il y a quand même des consignes à respecter, mais le problème c'est que si on le sait pas, on peut vite agir n'importe comment, mais sans le savoir. Voilà, c'est exactement ce qui se passe à Petite Terre en fait. J'ai parlé de Petite Terre, j'ai pris cet exemple-là, mais j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, en Guadeloupe ou en Asie. Il y en a énormément, mais c'est Petite Terre que j'ai choisi de prendre en exemple parce que c'est vraiment celui-là qui nous a marqué très récemment. On s'attendait vraiment pas à un désastre comme celui-ci et je pense qu'un exemple aussi flagrant, ça va vous parler à vous aussi. Maintenant qu'on a abordé tous ces sujets-là, on va passer au dernier sujet de la première partie. L'impact du tourisme de masse sur les populations locales. Je pense à l'Asie du Sud-Est parce que c'est une destination que je connais. Encore une fois, je ne donne pas d'exemple quand je ne connais pas. Pour aborder ce sujet-là, on va cibler sur un pays que je connais un petit peu, c'est la Thaïlande, parce que vous allez voir, il y a un exemple dont je vais parler juste après qui est extrêmement flagrant. Des endroits peu connus voient subitement le nombre de touristes affluer en masse. Avec cette arrivée importante et subite des touristes, le pays a bien vu une manne financière non négligeable, mais a investi en dépit des populations locales. Et de la faune et de la flore, évidemment. Avant la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19, l'industrie du tourisme représentait environ 15% du PIB de la Thaïlande. Les paysages exotiques et les plages attirent évidemment énormément de monde depuis les années 90. Et bien sûr, grâce à la chute des prix de l'avion, la Thaïlande a été une destination extrêmement attractive. Le nombre de voyageurs a donc augmenté. On est passé de 14 millions de visiteurs en 2009 à 30 millions en 2015. Pour démontrer l'impact que ce tourisme a précisément sur la Thaïlande, on va bien sûr parler des infrastructures. La standardisation des offres et de fait des infrastructures font que l'on voit pousser des blocs de béton comme des champignons un peu partout. On y voit donc un déversement de produits chimiques, plus de toxicité dans l'eau, les poissons sont empoisonnés et cela a une répercussion directe sur les populations locales. Des cultures sont également rasées pour construire des hôtels ou des villages vacances. Pour démontrer l'impact du tourisme sur la Thaïlande et donc sur les populations locales, on va prendre les exemples des infrastructures dans la région de Phuket. Rien que sur la plage de Phuket, on dénombre environ 300 hôtels.
La construction de ces terrains a évidemment engendré l'emploi des locaux, mais elle a aussi engendré la destruction non seulement des écosystèmes, mais aussi des cultures locales, entraînant à terme la perte des emplois locaux et traditionnels. Dans cette région, la Thaïlande a également fait construire environ 300 terrains de golf. Afin d'obtenir un terrain correct pour les joueurs, un terrain de golf a besoin d'une quantité astronomique d'eau et aussi l'emploi de pesticides et d'herbicides. Pour un terrain de golf, il faut environ 1500 kg de pesticides et d'herbicides et une utilisation d'eau équivalente à 60 000 habitants ruraux par an. Tout ça pour un seul terrain. Évidemment, l'impact sur les écosystèmes n'est pas négligeable non plus. Par exemple, à Phuket, les tortues ont quasiment disparu en raison de la masse touristique et de la pollution générée par le bruit, la consommation en masse de plastique et évidemment la destruction des fonds du fait de la masse importante de personnes qui sont là-bas. Maya Bay, une plage rendue célèbre par le film La Plage, a également vu son accès complètement fermé afin que son écosystème se régénère. Ces façons de faire ne permettent pas de promouvoir les richesses locales et l'argent engendré n'est évidemment pas redistribué localement. Quand on y pense, c'est surtout les personnes riches qui investissent là-bas et évidemment, ce sont elles encore qui ramassent l'argent. En effet, c'est surtout les personnes riches qui investissent dans les pays d'Asie. Pourquoi ? Parce que là-bas, ce n'est pas très cher, on peut produire à moindre coût. Donc je parle évidemment des possesseurs de chaînes hôtelières, des lignes d'aviation, etc. qui amassent et évidemment ne font pas profiter les populations locales et ne les mettent pas en avant. Mais heureusement on peut éviter ça, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, les solutions de base comme dormir chez l'habitant, manger dans le petit boui-boui du coin, dans le petit resto, faire des activités locales, tout ça sur les conseils des habitants ou bien parce que vous l'aurez trouvé dans un guide, vous pouvez voir de toute façon si c'est un endroit touristique ou pas. Non seulement vous allez payer moins cher, mais l'expérience va être d'autant plus incroyable. Qui mieux que les locaux pour vous donner des conseils sur la région ? C'est eux qui vivent ici, c'est eux qui vont vous conseiller le mieux, ils vont vous donner des astuces, ils vont vous donner des spots que personne d'autre ne connaît à part eux. Vous allez être conseillé sur les activités à faire, à ne pas faire, ils vont vous donner des adresses. Et surtout l'expérience humaine, vous allez rencontrer des gens incroyables comme ça. Souvent les gens qui vous reçoivent chez eux sont d'une gentillesse incroyable. Vous allez retrouver de la chaleur humaine, vous allez retrouver du contact que vous aurez certainement pas dans un hôtel, ou en tout cas ce ne sera pas authentique. Après avoir fait un énorme pavé sur les points négatifs, on peut maintenant s'attaquer à la deuxième partie, donc les points positifs. L'impact du tourisme peut également être positif déjà pour soi-même, mais je vais pas vous faire une éloge du tourisme dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est pas le sujet. Tout le monde sait déjà combien il est important de voyager déjà pour soi-même, mais aussi pour les autres, pour la découverte des richesses du monde, pour la découverte de l'autre, prendre conscience de notre environnement sublime, mais également très fragile, comme on l'a dit tout à l'heure. Outre que voyager est important pour nous et pour découvrir d'autres cultures, pour partir à la rencontre des autres, il faut également souligner que le tourisme a un impact économique énorme. Et ça se voit encore plus là avec la crise sanitaire qu'on traverse depuis déjà plus d'1 an. Même en restant en France, ou en voyageant ailleurs, peu importe, on peut participer à des projets locaux, on peut faire vivre les communautés locales. Tout simplement en allant dormir chez l'habitant par exemple. On participe à son revenu et de fait on ne cautionne pas les constructions d'énormes bâtiments qui détruisent les littoraux, les reliefs et qui impactent l'environnement. Je reviens sur des exemples d'Asie du Sud-Est parce qu'on connaît bien l'Asie du Sud-Est. Par exemple, si vous voulez vous rendre dans un sanctuaire pour éléphants, vous allez participer au programme de sauvegarde de cette espèce, donc vous allez participer à leur protection, mais aussi à leur sauvetage donc de l'industrie du tourisme, donc tout ce qui est balade à dos d'éléphants, mais vous allez aussi participer à leur sauvetage de l'industrie forestière. Mais par contre, encore faut-il bien choisir son sanctuaire, et ça c'est encore un autre sujet. On peut rencontrer des espèces tropicales ou pas en respectant l'environnement. L'un peut aller avec l'autre sans problème.
Pour donner un autre exemple et ne pas parler que des animaux, je vais prendre l'exemple encore une fois de la Guadeloupe parce que c'est un exemple qui est tout frais dans notre tête. On va parler de Amba de Lola avec qui on peut aller à la rencontre des tortues, donc c'est des animaux bien sûr, mais on va voir des récifs coralliens encore à peu près en bonne santé ou pas. D'ailleurs, tout l'intérêt est là, c'est de voir des récifs coralliens en très bonne santé et de savoir du coup repérer des colonies malades, voire mortes, pour qu'on puisse identifier le problème et se rendre compte de la dégradation de notre environnement et de savoir repérer aussi les endroits qui sont magnifiques et qu'il faut du coup protéger. On peut vivre des expériences incroyables sans agir comme des gros lourdingues. On peut très bien faire ce genre de choses en respectant l'environnement, en respectant ces animaux, et les approcher de près. Ça va pas enlever du caractère à l'expérience, ça va être magique quand même. On va finir cette partie par les transports, donc on y revient, donc on va reparler de l'avion, mais de manière positive cette fois, pour vous montrer que c'est vraiment difficile de dire il faut arrêter de prendre l'avion ou oui, il faut continuer de prendre l'avion. C'est pas si simple que ça. Comme je viens de le dire, il y a beaucoup de facteurs qui sont à prendre en compte. Oui, ça pollue, on a vu les chiffres, tout à l'heure je vous en ai donné quelques-uns, je vais faire une vidéo très complète là-dessus. On ne peut pas nier que l'avion pollue, on le sait parfaitement. Néanmoins, est-ce une raison pour discriminer ou incriminer les personnes qui travaillent toute l'année comme des acharnés, qui mettent de côté pour tenter de partir un petit peu durant leur congé payé? Quand on travaille, il est complètement normal de vouloir profiter de ses vacances, de vouloir fuir le quotidien et d'avoir un petit peu de dépaysement. Il y en a aussi qui en profitent simplement pour réaliser leurs rêves, je sais pas, voir l'océan Indien ou voir New York, peu importe. C'est pas possible pour tout le monde de changer de métier, c'est pas possible pour tout le monde de travailler sur son ordinateur, et c'est pas envisageable pour tout le monde. C'est pas possible pour une infirmière d'être digital nomade, c'est pas possible pour un garagiste de l'être, et il y a plein de professions comme ça qui ne peuvent pas être digital nomades et voyager lentement. On peut pas empêcher un infirmier, une infirmière, une aide-soignante, un aide-soignant, un garagiste ou un coiffeur ou un commerçant, peu importe la profession, on peut pas lui dire écoute, tes 3 semaines de vacances, tu prendras plus jamais l'avion, voilà, c'est fini. Je pense que c'est plus simple de dire j'arrête de prendre l'avion quand notre métier nous le permet. Quand on travaille de chez soi, quand on travaille depuis un ordinateur, c'est facile de dire j'arrête de prendre l'avion, je vais travailler où je veux et j'y vais plus lentement. Donc je choisis un transport plus propre, on va dire, pour l'environnement. Le train, le bus, peu importe, c'est une chance même de pouvoir le faire parce que c'est un mode de voyage tellement plus enrichissant. On voit des paysages qu'on n'aurait jamais vus en avion, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas vus en avion, on fait des escales imprévues. Voilà, c'est vraiment génial de voyager lentement, on l'a fait, on l'a expérimenté. Malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde de faire comme ça. Et du coup, on en arrive à ce point-là, c'est que l'avion, c'est un moyen de transport qui est rapide. Comment on fait? Comment on dit aux gens, bah voilà, maintenant l'avion, c'est fini? Les personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme, évidemment, vont être impactées. On le voit là depuis 1 an avec la crise sanitaire. En France, en Europe, mais on va pas se concentrer sur nous-mêmes pour une fois, on va aller voir un peu plus loin. Il y a des pays entiers, beaucoup moins aisés que nous, qui dépendent du tourisme et qui, là, voit un gouffre financier s'étendre de plus en plus. Il y a des centres de conservation d'espèces qui dépendent du tourisme, qui vivent grâce au tourisme, qui peuvent défendre ces espèces grâce au tourisme. Je vais reprendre l'exemple de l'Asie du Sud-Est, mais les centres qui se battent pour sauver les éléphants, là, il n'y a plus aucun touriste pour faire vivre ces centres-là. Ils vivent sur des dons, des cagnottes de financement, mais clairement,
l'entrée d'argent, elle est plus du tout la même. D'autre part, sans l'avion, il y a des projets qui verraient certainement pas le jour, comme le projet auquel on a participé en Guadeloupe, le projet dont j'ai parlé tout à l'heure sur la réhabilitation des récifs coralliens. Bien sûr, l'intérêt c'est de faire participer les populations locales, mais on va pas se mentir, vu l'état d'urgence dans lequel on est depuis quelques temps, ça ne suffit plus. Plus on est de bras et de cerveau pour agir, et mieux ce sera, quel que soit le projet. Je ne sais pas quoi vous conseiller, est-ce que vous devez toujours le prendre ou pas. Je vous ai donné des pistes, à vous de voir en fonction de vos réflexions, en fonction de vos besoins et de ce que vous faites. Évidemment, je vais jamais encourager quelqu'un à prendre l'avion pour passer un week-end à Barcelone ou à Stockholm. C'est à vous de voir en fonction de vos propres besoins et c'est à vous d'amener votre propre réflexion. La vidéo sur l'impact du tourisme, elle est terminée, elle était vraiment longue, j'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout, que vous n'êtes pas ennuyés. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont regardé. Je répète, dans quelques semaines, dans 15 jours, normalement il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir, donc j'espère qu'elle sera tout aussi intéressante. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce ou un petit commentaire, comme vous voulez si vous avez le temps, en tout cas ça encouragerait fortement la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Faites attention à vous, portez-vous bien et à très bientôt.